Après ces différentes généralités, concentrons-nous maintenant sur les différents systèmes sensoriels qui sont impliqués dans la sensorimotricité humaine et donc dans l'organisation des comportements moteurs. Dans un premier temps, explorons le système visuel qui, évidemment, joue un rôle primordial dans la plupart des activités physiques et sportives. Vous avez ici 3 exemples qui sont loin d'être exhaustifs avec un tennisman, en l'occurrence Roger Federer, dont l'ensemble de la motricité est organisé en fonction de la vision qu'il a de la balle et du placement de son adversaire. Le coup qu'il va faire et ses déplacements vont en effet dépendre de la trajectoire de la balle, du lift qui lui a été appliqué et du positionnement de son adversaire. Chacun de ces éléments ne pouvant être détectés autrement que par la vision. Vous avez ensuite un skieur, donc Marcel Hirscher, qui va lui aussi utiliser sa vision pour anticiper et planifier ses trajectoires en fonction du positionnement des piquets. Enfin, vous avez Kylian Mbappé qui va lui aussi devoir utiliser sa vision pour organiser le jeu selon le positionnement de ses coéquipiers, de ses adversaires et de son propre positionnement sur le terrain. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter pour vous convaincre du rôle primordial de la vision dans le sport. Vous avez ici des images en très haute définition de l'œil humain dont nous allons détailler l'anatomie dans les prochaines diapos et qui évidemment est un système sensoriel assez extraordinaire, notamment de par les informations qu'il est capable de nous fournir sur le monde extérieur. En effet, un rapide coup d'œil dans notre environnement nous permet de connaître de nombreux paramètres de notre environnement, tels que la position, la taille, la forme, la couleur et la texture des objets, ainsi que leur déplacement, leur vitesse et leur direction. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le système visuel, il possède des récepteurs qui sont capables d'opérer une transduction de l'énergie lumineuse. Donc, la lumière, c'est une onde électromagnétique dont le spectre est extrêmement restreint. Sur l'ensemble des ondes électromagnétiques qui sont présentes dans la nature, allant donc des rayons gamma aux ondes radio, les récepteurs visuels ne sont en effet sensibles qu'à une toute petite fraction de ces longueurs d'onde, à savoir entre 400 et 700 nanomètres. Notez que concernant la transduction de l'énergie lumineuse par les récepteurs de la rétine en influx nerveux, on parle de phototransduction. Attardons-nous maintenant sur l'anatomie de l'œil qui est un organe fantastique mais extrêmement complexe. Donc vous pouvez constater sur ces deux vues différentes qu'il est constitué de nombreux éléments dont nous allons maintenant détailler les rôles et fonctions. Donc je vous conseille d'ailleurs de mettre la vidéo sur pause de temps en temps pour localiser les différents éléments dont nous allons parler maintenant. Donc globalement, l'œil, il est composé de 3 couches qui, de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur, sont la sclérotique, l'UV et la rétine. Donc plus en détail, et commençons par la sclérotique, donc c'est la couche la plus externe de l'œil, et c'est celle donc qui donne cette couleur blanche au globe oculaire. Cette couche, elle est opaque, excepté au niveau de la partie antérieure de l'œil, où là, elle est transparente et forme la cornée. Donc pourquoi est-ce qu'elle est transparente à ce niveau-là? Eh bien tout simplement pour permettre à la lumière de pénétrer dans l'œil. Juste en arrière de la sclérotique, on retrouve une couche que l'on appelle l'UV. Donc l'UV, elle est principalement formée par la choroïde, qui est composée d'un lit capillaire, c'est-à-dire de vaisseaux sanguins qui vont nourrir les photorécepteurs, donc qui sont les récepteurs que l'on retrouve au niveau de la rétine. L'UV, dans sa partie antérieure, elle est formée par l'iris, donc la fameuse partie de l'œil dont la couleur peut varier en fonction des individus, donc entre le bleu, le marron et le vert. L'UV, elle comporte également des muscles, que l'on appelle les muscles ciliaires, qui ont pour fonction d'ajuster la taille de la pupille et du cristallin. Nous verrons dans les diapos suivantes pourquoi il est nécessaire d'ajuster la taille de ces deux éléments pour un fonctionnement optimal du système visuel. Enfin, la couche la plus profonde de l'œil n'est autre que la rétine qui s'étend sur la partie postérieure de l'œil et qui comporte donc les photorécepteurs. On verra par la suite qu'il existe 2 types de photorécepteurs, donc les cellules en cône et les cellules en bâtonnet. Détaillons maintenant le trajet de la lumière au travers de ces différentes couches. Donc dans un premier temps, la lumière, elle traverse la cornée,
puis l'humeur aqueuse, donc une gelée qui se situe entre la cornée et la pupille. Les rayons lumineux traversent ensuite la pupille, le cristallin, puis l'humeur vitrée, qui est une gelée épaisse qui donne environ 80% de son volume à l'œil. Enfin, la lumière atteint la rétine et donc les récepteurs photosensibles. Pour finir avec ces aspects anatomiques, notez qu'on retrouve au centre de la rétine une zone que l'on appelle la macula. Donc c'est la zone où l'acuité visuelle est la plus élevée, notamment en son centre où se situe la fovea, donc une zone de très petite taille, seulement 300 micromètres. Vous comprendrez l'importance fonctionnelle de cette zone dans les prochaines diapos. Donc comme vous l'aurez compris, la lumière traverse différentes couches de l'œil pour finalement atteindre la rétine où les récepteurs opèrent une transduction des signaux lumineux. Mais comment une image se forme-t-elle sur la rétine? Eh bien l'œil, en plus de permettre la transmission de la lumière jusqu'au récepteur de la rétine, il a pour fonction d'obtenir une image focalisée sur la rétine et notamment sur la fameuse fovea dont je viens juste de parler. Alors, comment cette focalisation s'opère-t-elle? Donc dans un premier temps, la cornée, donc la couche la plus externe de l'œil dans sa partie antérieure, est responsable d'une réfraction de la lumière. En d'autres termes, elle dévie les ondes lumineuses vers le cristallin. Le cristallin, il modifie ensuite sa courbure sous l'action des muscles ciliaires en fonction de la distance des objets que l'on regarde. C'est ce que l'on appelle l'accommodation. Donc ce phénomène d'accommodation, il permet la focalisation de la lumière sur la fovea, et donc voici une petite vidéo qui illustre ce phénomène d'accommodation. Donc attention, c'est en anglais. The human eye is able to see objects with the help of eye lens and retina. The eye lens is held by ciliary muscles. Normal human eye can see nearby and far objects clearly. Power of accommodation. The ability of the eye lens to increase or decrease its focal length to some extent by ciliary muscles is called power of accommodation. Working of eye lens. The eye lens is made of a fibrous jelly-like material and hence it is flexible. To see far-off objects clearly, the ciliary muscles relax to decrease curvature of the lens and it becomes thin and its focal length increases. Thus, image of far-off objects is made on retina and the eye is able to see distant objects. To see nearby objects, the ciliary muscles contract to increase curvature of the lens and it becomes thick. Thus, focal length of the eye decreases and it is able to see nearby objects distinctly like reading. Limitation of power of accommodation. The focal length of the eye cannot be decreased below a specific limit. The eye cannot see objects clearly below 25 centimeter. So near point of distinct vision for normal human eye is 25 centimeter. However, there is no such limit for distant objects. Therefore, far point of normal human eye is. Donc, comme vous avez pu le constater sur cette vidéo, le cristallin, donc eye lens en anglais, il modifie sa courbure sous l'action des muscles ciliaires en fonction de la distance des objets que l'on regarde. Donc, quand les objets sont lointains, les muscles ciliaires se relâchent, diminuant la courbure du cristallin. A l'inverse, quand ils sont proches, les muscles ciliaires se contractent, augmentant la courbure du cristallin. Donc ces modulations de la courbure du cristallin correspondent au phénomène d'accommodation et permettent la focalisation des images sur le centre de la rétine au niveau de la fovea. Notez que certaines pathologies visuelles sont dues à une disparité entre les différents composants de l'œil responsables de la réfraction de la lumière. C'est notamment le cas chez les personnes myopes qui présentent soit une courbure trop prononcée de la cornée, soit un globe oculaire trop long. Donc, cela mène, comme vous pouvez le voir sur l'image du bas, à une focalisation qui est trop antérieure, une focalisation trop antérieure de la lumière
lorsque l'on regarde des objets lointains, et donc à une vision floue de ces objets. Il y a un autre système qui permet de contrôler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. C'est l'iris, qui se contracte ou se relâche également, donc sous l'action des muscles ciliaires, pour moduler la taille de la pupille. Donc en présence de lumière, la pupille se contracte, c'est typiquement ce qui se passe lorsque l'on dirige un faisceau lumineux, par exemple une lampe torche dans vos yeux. En revanche, dans l'obscurité, et afin de maximiser la quantité de lumière qui rentre dans l'œil, l'iris se relâche et la pupille se dilate.